Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. En ouverture de ce journal de 12 heures, la commune de Maroua 1er a enfin son nouveau maire, Amadou Amidou, a été élu au terme d'une session sur haute tension. Les habitants de Maroua 1er sont sortis en masse pour porter le réélu en triomphe. Le reportage de Jean-Paul Chouniat, Amadou Daïro. Des populations en liesse dans les rues de la commune de Maroua 1er, comme on n'en voit pas tout le temps. Elles ont festoyé toute la nuit pour acclamer l'arrivée d'un nouveau maire à la tête de leur municipalité. D'un accouchement très difficile, le maire sortant, Amadou Amidou, est reconduit à son poste au terme d'une session de plein droit, houleuse, tenue le vendredi 30 octobre 2020. Je voulais dire sincèrement un très grand merci à toutes les populations de l'arrondissement de Maroua 1er. Dire merci au bon Dieu qui, par sa volonté, m'a poussé, m'a amené aujourd'hui à retrouver la place qui était la mienne, la place qui me revenait depuis le mois de février. Dans une ambiance très tendue, de 11h30 jusqu'au milieu de la nuit, les deux candidats en lice, Amadou Amidou et Issa Youssouf Balarabé, tous deux militants du RDPC, restent campés en ordre de bataille. Les partisans de l'investiture, soutenus par le comité central du RDPC, et les partisans de l'élection sont même prêts à en venir aux mains. Le préfet tente de calmer le jeu pour ramener à la raison l'aile radicale de Issa Youssouf Balarabé, soutenu par le doyen d'âge. Vous êtes élu depuis le 9 février. Vous n'arrivez pas à mettre la locomotive sur le bon rail. La loi exige que parmi les 35 conseillers, chaque conseiller a le droit de postuler sa candidature. Et lui, le doyen d'âge, il exige que le RDP se présente une seule candidature. Et nous, la coalition de la majorité, comme on a une coalition avec le RDPC, on a présenté notre candidature, le nommé Amadou Amidou. Et il s'oppose à cette candidature. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de prendre la population de Maroua 1er en otage. Il faut que la population sache ça. Face à tout ce brouhaha et la volonté manifeste de plomber la mise en place de cet exécutif municipal depuis 6 mois, pour une histoire de discipline du parti, le préfet Jean-Marc Ekwambarga frappe du poing sur la table et siffle la fin de la récréation pour dire le droit, rien que le droit et tout le droit, et ainsi en finir une bonne fois pour toutes avec cette affaire. Non content de la décision de l'autorité administrative de faire respecter le droit, les adeptes de l'investiture quittent la salle, mais le quorum de 19 conseillers est toujours atteint. 18 plébiscitent le maire sortant. Et la messe est dite, Amadou Amidou rempile un 3e mandat après une difficile bataille, l'ayant même mené à la Cour suprême avant de remporter la partie au bout de la 3e session de plein droit. Fin du match donc et place à la réalisation des promesses de campagne aux populations, a conclu Jean-Marc Ekwambarga, le préfet du Diamaré. Et les syndicats ont-ils un mot à dire en politique? Voilà une question qui mérite bien un débat très enflammé. Les organisations syndicales ont voulu marquer le 75e anniversaire du mouvement syndical au Cameroun en menant cette réflexion avec pour objectif de discuter des moyens de renforcer leur aura et leur carrure dans cet environnement actuel. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. Les syndicats sont-ils dans l'arène politique? Débat d'idées sur la place et les influences que ces organisations socio-professionnelles peuvent avoir dans la vie politique d'un pays et au Cameroun en particulier. Le syndicat est obligé, étant un élément de la cité, de s'occuper aussi de la cité. Donc, c'est vrai, vous ne pouvez pas voir un syndicaliste candidat à la présidence de la République. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais dans le débat politique, le syndicat a sa place et doit donner son avis partout où besoin sera. Prendre position, mais comment? Par la défense des droits de leurs membres, la critique des manquements des politiques publiques dans les secteurs socio-économiques. De la sorte, il y a forcément du politique dans les interventions que peuvent avoir les syndicats. Pour le Dr Serge Soro, le statut de force intermédiaire des syndicats renforce l'impact que leurs actions peuvent avoir
sur un large public. Alors, dans notre cas, par exemple, si nos pouvoirs politiques ont besoin de légitimité pour discuter avec force, par exemple dans le cas des accords de coopération, eh bien, il est convenable qu'ils laissent des syndicats définir les orientations qui protègent les intérêts des Camerounais. Et une fois qu'ils auront mis ces intérêts devant, on ne pourra pas les bousculer parce qu'ils auront la légitimité nécessaire. Mais cela à condition que les syndicats soient forts. Ce n'est pas le cas au Cameroun pour le moment, convient les organisateurs de ce débat. Il serait urgent que l'État cesse de voir les syndicats des adversaires jurés. Dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, où le droit syndical est inscrit dans la Constitution, tous les opérateurs économiques contribuent à la vie des syndicats. C'est-à-dire quand vous créez votre entreprise, comme entreprise, vous apportez déjà une contribution aux syndicats. Si les syndicats ne présentent pas de candidats aux échéances électorales, les contributeurs à cette réflexion, à l'occasion du 75e anniversaire du mouvement syndical camerounais, ont rappelé que Cyril Ramaphosa, l'actuel chef de l'État sud-africain, ou Dilma Rousseff, l'ancienne présidente brésilienne, sont des anciens syndicalistes. Comme quoi, ici comme ailleurs, les syndicats ont souvent été des laboratoires de futurs hommes politiques. Où en est-on avec les travaux de construction du parcours Vita de Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa? L'ouvrage réalisé par le génie militaire vient de recevoir la visite du général de corps d'armée René-Claude Meka. Le chef d'état-major des armées donc apprécié la qualité des travaux en attendant l'inauguration officielle suivie de la rétrocession à la mairie de la ville de Ngaoundéré. Jean-Blaise Noupayé et Marcelin Gansop. Bâti sur un site rocailleux de 40 hectares, le parcours Vita de Ngaoundéré, dont le génie militaire vient d'achever la construction, offre toutes les facilités et commodités nécessaires à la pratique du sport individuel et de masse. Celui de Ngaoundéré est le plus grand, d'abord par sa superficie avec 40 hectares d'occupation de terre. Le parcours de Ngaoundéré a cette chance d'être un pôle d'excellence en matière de sport. Nous avons pensé mettre au niveau de chaque aire de jeu des espaces de renforcement des capacités physiques et physiologiques. De l'autre côté, il y a une possibilité pour ceux qui font les courses de fond, vous avez une montagne. Puisque sur les deux espaces, on a pu obtenir deux petites côtes qui permettent à tous ceux qui peuvent faire l'alpinisme ou bien qui font le Mont Cameroun de mieux se préparer de ce côté-là. En plus d'une clôture d'environ 3,5 km, l'ouvrage présente une piste gravillonnée de 2000 m², plusieurs bâtiments, dont un poste de police, un bloc administratif, une infirmerie, un coin marchand et un bloc toilette. Il dispose aussi et surtout de plusieurs aires de jeu pour enfants et sports collectifs, de 20 obstacles et ateliers réalisés le long du parcours. Enfin des parkings et autres voiries et réseaux divers. C'est donc un parcours Vita prêt à l'usage que le chef d'état-major des armées vient de visiter. Le général de corps d'armée, René-Claude Meka, est séduit par la qualité des travaux réalisés par le génie militaire. Je suis venu voir, puisque le génie militaire fait partie de l'état-major des armées. C'est une activité que je suis depuis un certain temps. Et maintenant que cette infrastructure est réalisée, je suis donc venu voir le résultat du travail que les hommes ont fait ici en Ngaoundéré. Je voudrais les féliciter parce que ils ont réalisé une infrastructure remarquable par son étendue, par son originalité. Et je suis très satisfait pour le travail qu'ils ont fait ici. La satisfaction est d'autant plus grande que les problèmes d'indemnisation qui ont émaillé le début des travaux ont été définitivement réglés. Nous avons posé le problème aux autorités municipales, principalement le maire de la ville, qui a pris les mesures. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que ces populations sont parties d'elles-mêmes du site qu'elles occupaient. Et au jour d'aujourd'hui, ce site est complètement libre. Cette visite d'inspection balise la voie en vue de son inauguration avant sa rétrocession au ministère des Sports et à la mairie de la ville de Ngaoundéré pour exploitation. Nous avons fait ce qu'il fallait, les travaux sont réalisés à 100% et nous n'attendons que le rapport final du général du corps d'armée, chef d'état-major des armées, afin que les dates prévues pour l'inauguration puissent être précises. Après Douala, Yaoundé et Bamenda, le parcours Vita de Ngaoundéré est le 4e projet du genre réalisé par le génie militaire sur haute instruction du chef de l'État, chef des armées.
L'actualité hors de nos frontières à présent en Côte d'Ivoire, la commission électorale a commencé à publier au compte-gouttes les résultats partiels de l'élection en direct de la télévision. Ainsi, selon les résultats provisoires, le président sortant, Alassane Ouattara, arrive donc en tête et dont le parti au pouvoir a déjà mis en garde l'opposition contre toute tentative de déstabilisation. Pascal Afingessa et Henri Konon-Bédié n'avaient pas pris part au scrutin et avaient donc appelé au boycott massif du vote. Dans une nouvelle déclaration, l'opposition ivoirienne, par la voix de son porte-parole, réaffirme ne pas être concernée par l'élection présidentielle qui vient de se tenir et appelait donc à une transition politique et à une mobilisation générale contre le pouvoir du chef de l'État sortant, Alassane Dramane Ouattara. Écoutons à présent cette réaction de Pascal Afingessa, porte-parole de l'opposition ivoirienne. Les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne ont assisté le 31 octobre 2020 à un simulacre d'élection en violation flagrante de la Constitution, du Code électoral et de la loi portant composition de la commission électorale avec la participation de M. Alassane Ouattara, dont la candidature est anticonstitutionnelle et illégale. Cette élection a été organisée par la commission électorale indépendante actuelle, organe jugé non équilibré par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le déroulement du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 a été entaché de nombreuses irrégularités, notamment la non-opérationnalité de nombreuses commissions locales et de bureaux de vote, la suppression irrégulière de nombreux lieux de vote, la non-participation de plus de 90% des électeurs au scrutin, le faible taux de participation à moins de 10% de l'électorat, rendant ainsi erronées les statistiques avancées par la commission électorale jugées illégales. Les morts d'hommes, au moins une trentaine de personnes, soit au total près de 110 morts depuis l'annonce de la candidature anticonstitutionnelle et illégale du président sortant Alassane Ouattara. Et dans le camp du parti au pouvoir, les réactions sont l'expression d'une satisfaction à la suite de la participation des Ivoiriens à l'élection présidentielle. Selon le directeur exécutif du RHDP, c'est une preuve selon laquelle les opposants ont été incapables de mobiliser les Ivoiriens dans la désobéissance civile. Je veux dire, c'est une minorité bruyante. Incapable, d'ailleurs, on a quand même l'arithmétique des échecs. On peut faire une comptabilité des échecs de l'opposition. Depuis des mois, ils ont demandé que les gens se mobilisent. Ils ont dit qu'il n'y aura pas de campagne. Nous avons fait une belle campagne. Les Ivoiriens sont sortis massivement pour nous accueillir partout. Ils ont dit qu'il n'y aura pas d'élection, il y a eu élection. Je crois qu'ils s'adressent à d'autres Ivoiriens. Ils ne sont plus audibles. Et la Côte d'Ivoire a besoin d'autre chose que d'avoir affaire à ce répertoire d'hommes du passé et dépassés. On ne peut pas être candidat et boycotter, ça n'a aucun sens. Il n'y a qu'avec le président Afi Bédié qu'on voit ça. Ça n'a existé dans aucun pays du monde. Soit on n'est pas candidat, soit on l'est. Mais ils ont été candidats. Ils ne se sont pas retirés, mais vous verrez que dans les résultats, le sieur Afi, s'il a 2%, il n'est pas loin de ce qu'il vaut réellement. Il ne faut pas lui donner plus d'importance que ça. Je pense que les Ivoiriens ont compris le message du président Alassane Ouattara. Et c'est ce que nous devons noter. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, pour l'opposition, c'était la non-tenue des élections. D'ailleurs, ça a créé une forme de psychose. Et les Ivoiriens, très rapidement, ont bravé cette psychose. Et ont fait le choix de la raison. La raison, c'est qu'ils avaient le meilleur candidat. Et qu'il fallait l'écouter, ils y sont allés. Ils ont compris le message du RHDP, message de rassemblement.
À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with the Saturday decreed as a day of national mourning. Though Saturday was decreed as a day of national mourning, police in Douala forcefully dispersed mourners and interrupted their manifestation in Akwa and the Besenge neighborhoods of the economic capital city on Saturday, October the 31st, 2020. Dressed in black, the men and women moved across the Boulevard de la République with flags in honor of 7 school kids massacred at the Mother Francisca International Bilingual Academy in Kumba last Saturday, October the 24th, 2020. But we are unfortunately interrupted and dispersed by police elements. The police in Douala say the Cameroonians hadn't an authorization to march even on the day decreed as a day of national mourning by the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya. The men and women, however, made several stops and prayed and deposited flags in several spots or on several spots along the Boulevard de la République in Douala in honor of the school kids massacred in Kumba. And still on issues related to the National Day of Mourning across Cameroon, the National Day of Mourning was observed in a purely military tradition at the military headquarters, popularly known as Quartier General in the nation's political capital city, Yaoundé. The ceremony in Yaoundé began with a review of troops by Joseph Betia Somo, Cameroon's minister delegate at the presidency of the Republic in charge of defense. Then came the national flag of the Republic of Cameroon, hoisted and accompanied by the national anthem before the reading of the presidential decree declaring Saturday as the day of national mourning. The brief ceremony in Yaoundé ended with the singing of the national anthem. Speaking in the economic capital city Douala, Dr. Nick Ngwanyam, a social entrepreneur, a politician and an educationalist, indicated that the choice of Saturday by the President of the Republic was symbolic because Saturday makes exactly a week following the massacre in Kumba. Take a listen to Dr. Nick Ngwanyam. He was speaking to Charles Abane. To focus on what happened and then have some meaning into it and see what we can collectively do so that it does not happen again. I think by having this National Day, everyone in the nation kind of like focuses actually on what has happened. I guess that's what the president wanted to do. The day was been decreed on a weekend, not a big day. I was a little bit surprised about it myself. I would have thought that it would be on a work day so that the impact would be much stronger. But I guess because it happened on a Saturday, I'm sure that's why the president also chose the Saturday, and it makes 7 days, which is the whole. Traditional rulers across the Republic of Cameroon, coming from the 4 cultural zones, have indicated that the massacre of school kids in Kumba has provoked the ancestors, the custodians of the traditions of the people of Cameroon, who are speaking as they converge on the chieftain of the Southwest region of Cameroon at the Southwest Governor's Office. Derek Jatu tells us more from Buea. The royal bell is quiet, and the town crier finding it difficult to make this announcement that the land is flooded with blood as he back a flag flying at half-mast. The kings and queens on their part are gathered in a semicircle with their hands folded, a posture which indicates that evil has gripped the 4 walls of the palace. Cameroon is not somebody's property. Cameroon is our Cameroon. So no matter how aggrieved a person is or a group of people are, there are some things that should not be done.
We lack words to express the difficult moment, the loss of these children. In fact, I'm speaking with a lot of difficulties. La corporation des chefs traditionnels du Cameroun est venue ce soir. They are members of the Council of Traditional Rulers of Cameroon. Drawn from all the regions that made up the country, they came to Southwest Governor Benato Kaliabilai with a message of not again. And we will never be tired to say no to what happened in Kumba. We will never be tired, a million times. We will condemn it a million times. Nous disons non à ce genre de barbarie. Nous disons que cela ne doit plus se répéter. Nous disons que nous sommes fils et filles d'un même pays. 7 of their children were targeted and shot in Kumba Meme Division. That was a sacrilege. There's a lot of cross accusations going on, which is not our problem. Our problem is that what will cause a sensible man to use a gun on an innocent child? And so we condemn in its entirety. La position des chefs traditionnels littoral est claire, sans équivoque. Nous condamnons avec la plus ferme énergie les massacres. Reserved only for their kind, these traditional rulers carried out liberation on the foot of the 50th anniversary monument here in Boya. It's a ritual for today here in Fakou, where traditional rulers have come throughout the whole of Cameroon to be here present, is to condemn the incident happened in Kumba a week ago, for the children we lost. And the tradition is to call our ancestors that they should give some strength, even touch the mind of the children who are in the bushes, to come back home. And then we'll do some cleansings for what has happened, because if blood is being poured like that and nothing is being done, it can be a continuous event and activities with the days ahead. So the traditional rulers have an obligation to do what we have done today. And as they call on their forefathers to block this barbarism from happening again, the Council of Traditional Rulers of Cameroon equally urged the Cameroon government to play its own part by sincerely engaging in finding a lasting solution to the war in the Anglophone regions. Over in the Indian division of the Southwest region, women have converged on the Mundemba Grandstown, chieftain of the Indian division, to seek the face of God to an end to the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. Mourning the school kids massacred in Kumba, the women prayed that God should save the land Cameroon from the atrocities, the killings, the abductions. More with Derek Jato. When you turn to book for Genesis, At a time that everything around everyone, especially those in the northwest and southwest regions, is failing, God remains the only hope. because now they will be expecting and they will take after we and put let them waste them. Women of Indian Division Sunday, November 1, 2020 converge at the Mundemba Grandstand to listen to the words of God, cry for mercy, and beg God to come and heal their land, ravaging by evil. As they go on their knees to pray, their first request was that God should not allow the Kumba-like massacre to repeat itself again. The day also witnessed a march around the town of Mundemba, the divisional headquarters of Indian Division, denouncing the Kumba barbaric act where 7 students were shot and killed, and calling on the population to be each other's keeper in this unpredictable moment like this one that the northwest and southwest regions have been facing for 4 years now. And over to the northwest region of Cameroon, we take you to the Donga Mountain Division, where the senior divisional officer has found out contractors he qualified as dishonest and unscrupulous. The divisional officer indicated that Donga Mountain Division has been enjoying relative calm, and so contractors pretending that insecurity is stopping them from executing projects within the division are just dishonest. He, however, promised that he is working with regional and central administrators to see that those contractors are no longer given contracts in Cameroon. Our reporter Immaculate Fogwe tells us more.
Less than 3 weeks to the closure of the 2020 financial year in Dongamantum Division, Northwest region of Cameroon, the rate of execution work is still very low. The total number of projects on Dongamantum is 86. The total amount of 1,453,820,000 francs. Total number of completed projects gives us at 26. Total number of projects ongoing, 35. Total number of projects still to start, 25, giving us a physical percentage of 55.1% and a financial execution rate of 9.1%. Akolio, Divisional Delegate of the Ministry of Economy, Planning and Regional Development, blames the bad state of roads and rising insecurity to be the root cause of the delay. Dongamantum is the furthest division from Bamenda, and the roads leading to Dongamantum are very, very bad. Presently, our only way of going out on Dongamantum is passing through Ndu subdivision and getting through Biame and coming out at Magba in the Noon division, and after that you get to Fumba. This road is very, very bad. So one of the principal reasons why this percentage is low is because shortage of building materials like cement, zincs and rocks. So basically we have other raw materials like gravel, which is refined gravel, which is not found in Dongamantum, has actually stalled many of our projects as far back as 2018. The Senior Divisional Officer for Dongamantum Division, Do Simon Quenti, during the third session of the Dongamantum Divisional Participatory Follow-up Committee for Public Investment Projects, called on contractors to sit up or risk being sanctioned. I want to say that some of the contractors are not actually very duty conscious, because some of them have taken contracts all over the country and are executing under the false pretense that there is insecurity in Dongamantum, and they want to come to Dongamantum only when they would have received payments for contracts executed elsewhere. So we are making an inventory of those delinquent contractors to forward for the suspension of their execution of contracts in Cameroon. Though Simon Quenti has expressed the need for contractors to be competent so as to meet up with the aspirations of the population. And now we talk between relations between Cameroon and Nigeria, to say that Nigeria and Cameroonian authorities are working hand in hand to strengthen cultural and diplomatic ties between both countries. His Excellency President Muhammadu Buhari, President of the Federal Republic of Nigeria, was represented by Nigeria's Foreign Minister, who chaired the inauguration ceremony of the newly constructed Nigerian consulate at the Bonaprizo neighborhood of the city of Douala. Administrative and traditional dignitaries from both countries were present to witness the inauguration ceremony, which lasted for close to 6 hours. A retrospective view on historical events between both countries was also shared in the course of the event. And key officials, notably the Nigerian Consul General for the Littoral and Southwest regions of Cameroon, also had an opportunity to explain what they have so far been able to achieve within the context of the ties between Cameroon and the Federal Republic of Nigeria. A similar view also came from Von Ekoko Mokete, paramount ruler of the Bafo community in the Meme division of the Southwest region of Cameroon, who was also present at the occasion, explaining the symbolism of the event in Douala and ties so far existing between Cameroon and the neighboring Federal Republic of Nigeria. At the end of the day, we hooked up with the Nigerian Consul General for the Northwest, for the Littoral and Southwest regions of Cameroon, the paramount ruler of the Bafo people in the Southwest regions of Cameroon, and the Nigerian Foreign Minister of Foreign Affairs, who was present in Douala, Cameroon.
and we shall be hooking up with the excerpts of the key officials in subsequent editions of news on Equinox Television. We thank you for your very kind attention, ladies and gentlemen. Still for Equinox Television. At 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Nadine Yambu and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci Fomi Armstrong Sanda, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.